Donc, avant toute chose, on vous présente quand même brièvement Kiro pour ceux qui, du coup, ne le connaissent pas. Donc, Kiro, c'est une jeune entreprise montpelliéraine, dont le siège social est basé à Montpellier et qui a quelques années créé en 2020, donc période pas forcément propice. C'est vrai que vous vous rappelez que c'était la période un petit peu Covid, mais ça n'a pas empêché Kiro de se développer, au contraire, parce qu'on le voit très bien aujourd'hui, on fonctionne très bien à distance et il y a toujours des moyens de rester connecté avec nos élus, donc aucun souci. Et donc, à la base, Kiro, c'était voilà, on offrait une bibliothèque de documents à destination des élus CSE pour qu'ils puissent justement mener à bien leur mandat avec tout un tas d'actes qui pouvaient leur servir, vous servir du coup dans ce cadre-là. Et donc ces actes, ça allait être des procès-verbaux de réunion, des modèles de résolution, ça pouvait être des modèles d'avis aussi que le CSE pouvait rendre, bref, tout ce qui peut servir à un élu en cours de mandat. Et puis ben, justement, de fil en aiguille, les questions se sont posées. Certains élus voulaient en savoir plus sur les documents qu'on mettait à disposition. Voilà, pourquoi vous citez tel article, que veut dire telle règle que vous citez dans tel document. Et du coup, on a lancé le service renseignement juridique qui a permis de répondre à toutes ces questions. Donc, du coup, c'est le cas aujourd'hui. Le service renseignement juridique que certains connaissent, c'est donc voilà, l'accès à une équipe de juristes en continu, bon, sauf le week-end quand même, comme vous, on a un petit peu de repos, mais en tout cas, toute la semaine, vous pouvez nous joindre, que ce soit par téléphone, visio, etc. Et puis par courriel aussi, bien sûr, et on répond à toutes les questions de nos élus. Et puis d'ailleurs, le service renseignement juridique s'est développé et parce que certains élus ont voulu offrir dans le cadre des ASC, mais attention justement à comment on le finance, ont voulu offrir ce service renseignement juridique à leurs salariés et c'est possible de le faire aussi. Et donc dans ces cas-là, on répond aussi à toutes les questions juridiques que pourraient se poser les salariés de l'entreprise. Et puis ensuite, on a développé donc un pôle formation. On est agréé par la DRETS pour délivrer des formations en droit social à nos élus CSE, d'ailleurs pas que, en négociation aussi, pour mener à bien des NAO, pour présider un CSE, pour être un bon secrétaire, un bon trésorier, dont certains d'entre vous ont pu éprouver les formations. Et puis dernièrement, on a aussi lancé un service expertise. Et donc, voilà, on a une filiale Kiro Expertise qui est agréée par l'Ordre des experts comptables et qui permet de faire à la fois l'expertise comptable. Et puis nous, on est en cours d'agrément pour avoir le label Calianor qui permettra justement de délivrer tout ce qui est audit social. Bon, voilà, grosso modo, vous avez l'application aussi Kiro, vous avez le e-learning, les fiches pratiques, bon, tout un tas de services qui viennent s'agréger à ça. Et puis, bien sûr, on travaille avec des avocats qui nous accompagnent quand malheureusement la prévention n'a pas suffi, le renseignement n'a pas suffi et puis la formation n'a pas suffi, qu'on doit forcément aller au contentieux, et bien là, ça sera le rôle de l'avocat qui va accompagner les clients jusqu'au bout. Et bon, donc, du coup, effectivement, beaucoup de clients, parmi eux, voilà, certains plus connus que d'autres, en tout cas, ce n'est qu'un panel non exhaustif, mais beaucoup de CSE nous font confiance. Et puis aussi, par rapport à l'équipe de Kiro, sachez que les personnes que vous avez en face de vous dans les formations, dans le cadre du renseignement juridique, vous les retrouvez dans d'autres services. Donc moi, aujourd'hui, je vous fais ce webinaire, mais je peux aussi m'adresser à vous dans le cadre du renseignement juridique. On peut se voir en visio, je peux participer à vos réunions préparatoires, je peux aussi intervenir dans votre siège social pour une expertise ou autre. Bref, vous avez affaire à des vraies personnes qui sont et que vous connaissez. Et c'est vrai que à l'ère de l'intelligence artificielle qu'on utilise et qu'on apprécie, c'est bien aussi d'avoir affaire à des vraies personnes, entre guillemets. Donc voilà pour Kiro. Et donc, sans plus attendre, premier conseil qu'on peut vous donner, c'est le fait d'auditer sa politique ASC. Alors, pourquoi on vous dit ça? Parce que effectivement, il appartient au CSE de fixer sa politique en matière d'ASC. Donc, ASC, c'est les activités sociales et culturelles. On le rappelle quand même en préambule. Et on vous dit que ces ASC doivent bénéficier à tous les salariés sans distinction. Ça veut dire qu'on ne peut exclure un salarié sur la base de critères tels que, par exemple, on vous dit la nature du contrat de travail, CDD, CDI, temps plein, temps partiel, le fait d'avoir été absent ou non sur l'exercice ou sur l'année civile, tout ça n'est pas possible. Donc, tous les salariés doivent bénéficier sans distinction. D'ailleurs, c'est le Code du travail qui vous le dit. Alors, bien plus que ça, il y a quand même des précisions qui ont été apportées par la jurisprudence, et on vous dit que notamment, alors tout ce qui est critères d'ordre professionnel, ça c'est totalement exclu. Ça veut dire que ce n'est pas au CSE d'aller attribuer des ASC en fonction du fait que, j'en sais rien, un salarié a obtenu des bons résultats et une note de satisfaction qui soit satisfaisante. Ce n'est pas le rôle du CSE.
Voilà, ça, c'est le rôle de l'employeur dans le cadre de son pouvoir disciplinaire et puis de direction. Mais en tout cas, nous, CSE, on distribue les œuvres sociales sans distinction. Et du coup, alors, on sait que les critères d'ordre pro, c'est exclu. On sait que la catégorie pro, c'est exclu aussi. Bref, d'une manière générale, tout ce qui est lié à, à l'aspect professionnel est exclu. Et puis, plus récemment, on a aussi eu un arrêt, et vous le savez sûrement, par rapport à l'ancienneté, qui, là aussi, a été jugé comme étant un critère discriminatoire. Donc, c'est un arrêt de la Chambre sociale du 3 avril 2024 qui a mis un petit peu un coup de tonnerre dans la distribution des ASC, parce que justement, les CSE avaient l'habitude de refuser les ASC aux salariés qui peut-être n'avaient pas, j'en sais rien, fini leur période d'essai, par exemple, ou n'avaient pas 6 mois d'ancienneté. Bon, aujourd'hui, on le sait, c'est discriminatoire. Et depuis l'arrêt du 3 avril 2024, du coup, l'URSSAF a rebondi là-dessus en disant, voilà, moi, je laisse jusqu'au 31 décembre à la base 2025 pour que les CSE se mettent en conformité et enlèvent toute référence à l'ancienneté dans leur règlement intérieur, dans leur politique ASC, bref, dans ce qu'ils font au quotidien. Alors, ce délai a été prorogé d'1 an. On a appris pendant les vacances de Noël que l'URSSAF laissait 1 an de sursis supplémentaire, mais en tous les cas, il faut bien sûr se mettre en conformité avec ça. Et puis, parallèle aussi, parce que l'URSSAF va peut-être laisser une tolérance jusqu'au 31 décembre 2026. Alors attention, par contre, l'URSSAF, ce n'est pas la chambre sociale de la Cour de cassation, ce ne sont pas des magistrats, et donc par contre, les magistrats, eux, peuvent sanctionner s'ils se rendent compte qu'il y a un critère discriminatoire, que de ce fait, un salarié est exclu à cause de ça, et que le salarié s'en plaint, va en justice parce que le CSE persiste à ne pas lui délivrer la SC, potentiellement, vous pourriez être condamné par des juges. Parce que, attention, URSSAF, administration, et puis les magistrats sont séparés de tout ça. Donc, on vous dit aussi que tout ce qui est salarié absent, voilà, ce n'est pas possible. On ne peut pas les éloigner non plus des ASC. Donc, on vous dit tout ce qui est congé sans solde, arrêt maladie, congé maternité, etc. Là encore, on ne peut pas les exclure pour ça. Et puis, ce qui pose un peu plus problème, je sais que souvent les CSE s'en plaignent un petit peu parce que, alors, ce n'est pas forcément que vous avez envie d'exclure ces personnes, mais plutôt que c'est dur à mettre en œuvre. Mais les stagiaires doivent bien bénéficier des ASC. Pour le coup, l'article du Code du travail est très clair et cite les stagiaires. Et puis, c'est aussi repris dans le Code de l'éducation. On vous dit que les stagiaires doivent accéder aux ASC dans les mêmes conditions que les salariés. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute possible. Les stagiaires doivent pouvoir y accéder. Alors, on vous dit quand même que, attention, les stagiaires, ce n'est pas tous les stagiaires, ce n'est pas, par exemple, les stagiaires de troisième qui sont en observation. Les stages, c'est des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles, justement, et met en œuvre les acquis de sa formation pour obtenir un diplôme. Donc, bref, c'est les personnes qui viennent d'entreprise et qui participent à la production et qui sont là pour mettre en pratique leurs connaissances théoriques qu'ils ont apprises à l'école. Et surtout, c'est pour obtenir un diplôme. Donc, ce n'est pas le cas, par exemple, des stagiaires de troisième. Alors, par contre, maintenant, je sais que parfois, ça pose problème parce que c'est dur de suivre tous les stagiaires qui sont présents dans l'entreprise, mais il faut faire l'effort de le faire, mettre en œuvre des choses, peut-être demander des listings à l'employeur pour avoir la liste des stagiaires actualisée, ou alors, dans la liasse voilà, qu'on va faire signer au stagiaire lors de son entrée en entreprise, on lui met aussi un petit mémo d'information en lui indiquant qu'il a le droit aux ASC, qu'il peut en bénéficier, qu'il peut contacter le CSE à telle adresse, tel numéro de téléphone pour en bénéficier. Au moins, ça montre aussi à l'URSSAF que vous n'excluez personne. Et je vais répondre aux questions. Je vois que Ryan pose des questions. Je vais y répondre juste ensuite. Alors, on vous dit que, par contre, prenez bien le temps de réfléchir. Alors, on vous dit que les modulations sont possibles. On peut éventuellement, alors il faut que tout le monde puisse bénéficier des ASC, mais on peut moduler les montants, par contre, qui sont attribués aux salariés. Par contre, attention, quand on module les montants, la règle, c'est que les critères doivent être sociaux, objectifs et non discriminatoires. C'est forcément des critères sociaux qui vont permettre de moduler le montant des ASC. Donc oui, les revenus qui sont perçus par le salarié, les revenus perçus par son couple, le nombre de personnes à charge, par exemple, tout ça, c'est possible pour moduler les critères ASC. Et puis, ces critères doivent être prédéterminés en avance pour être sûr qu'ils soient objectifs, justement. On doit les fixer en avance. C'est pas, voilà, selon les cas qui se présentent, on commence à dicter des règles. Il faut que les règles soient écrites bien en amont, dans le règlement intérieur du CSE, dans un document annexé et connu de tous. Comme ça, on est certain que c'est objectif
et que ce n'est pas les élus CSE qui sont décidés comme ça, finalement, de donner à un tel, à Pierre-Paul Jacques, parce que d'un coup, là, un critère leur est venu à l'esprit. Alors, et justement, sur la modulation, retenez par contre que ce qui a été toléré par l'URSSAF, ils l'ont confirmé dans une vidéo, hein, qui a eu lieu en début d'année passée, un webinaire justement qu'ils ont tenu en précisant toutes ces règles ASC. Ils ont dit qu'un critère objectif, ça pouvait être la condition de présence dans les effectifs au moment de la distribution. C'est-à-dire que par contre, si effectivement on dit voilà, pour pouvoir bénéficier des chèques vacances, il faut que la personne soit présente j'en sais rien, au 2 mai, parce que le 2 mai, justement, c'est là où on va fixer la liste de tous les bénéficiaires pour faire notre commande, passer notre commande de chèques vacances. Effectivement, ceux qui sont arrivés après n'auront pas le droit aux chèques vacances parce que voilà, en matière de logistique, ça devenait trop compliqué d'attendre jusqu'au dernier moment. Il faut bien, à un moment donné, passer la commande. Donc ça, c'est jugé comme objectif et c'est admis. Donc voilà pour ce premier conseil. Alors, je vais quand même passer aux questions, comme ça, moi, elles ne resteront pas en suspens. Ryan nous dit qu'il lance sa campagne de chèques cadeaux et ces derniers seront transmis aux collaborateurs le 3/12, par exemple. Et bien, parfait, ça rejoint ce que j'allais dire en dernier point. Est-ce qu'un collaborateur qui arrive dans nos effectifs jusqu'au 3/12 doit bénéficier du chèque cadeau? Merci d'avance pour votre tour. Alors oui, c'est clair ta question, mais justement, ça rejoint mon dernier point. Oui, si tu lances ta campagne justement au 3/12, les chèques sont transmis au 3/12, bah, écoute, ce qui va compter, c'est le moment de la commande en fait. Et tu peux mettre une date butoir de commande et dire voilà, je délivrerai les chèques le 3/12 parce qu'en termes de logistique, c'est plus facile. Pour poser des heures de délégation, tu n'auras pas à poser, encore une fois, au fur et à mesure. Tu poses une journée et tu distribues les chèques, donc ça, c'est très bien. Et tu peux dire voilà, je dois, de par mes conditions avec mon prestataire, passer commande le 25 novembre. Donc, tous ceux qui ne m'auront pas contacté avant le 25 novembre n'auront pas la SC. Et ça paraît voilà, objectif, pertinent, c'est une question de logistique. Tu n'as pas voulu exclure personne, ce n'était pas discriminatoire, c'est juste qu'à un moment donné, il faut bien passer la commande et donc transmettre une liste de noms aux prestataires. Et tu ne vas pas commander comme ça bêtement peut-être 20, 50 chèques cadeaux en rab parce qu'il faut faire plaisir aux retardataires. Donc là, tu pourrais très bien mettre une date butoir. Ça, c'est objectif. Alors par contre, oui, pour les collaborateurs dont tu sais qu'ils partiront quelques jours après la fin de campagne, oui, ils doivent bénéficier des chèques cadeaux. Et ça, c'est pareil, même pour tous ceux qui seraient, voilà, vous savez qu'ils sont en train de négocier une rupture conventionnelle, vous savez qu'ils sont en période de préavis parce qu'ils ont été voilà, licenciés, etc., et qu'ils sont en train d'effectuer leur préavis, eh bien, oui, ils doivent en bénéficier parce que tant qu'ils sont dans les effectifs, ils ont le droit d'avoir ces ASC, ils sont salariés de l'entreprise et donc on doit les inclure. Et alors, Christophe me dit, est-ce que même les stagiaires non rémunérés ont droit aux ASC? Oui, pour le coup, il n'y a pas de critère par rapport à la rémunération. Ce qui compte vraiment, c'est la nature du stage. Donc, si c'est un stage qui s'insère bien dans la période professionnelle, pour que le stagiaire puisse mettre en pratique des connaissances, que c'est pour obtenir son diplôme qu'il le fait, eh ben, dans ces cas-là, oui, il doit pouvoir en bénéficier, même s'il n'est pas rémunéré. Et tu me parles aussi, Christophe, justement des dates butoirs en termes de logistique. Et bien, effectivement, c'est le cas. Alors, tu me dis que, tac, 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 oui, qu'effectivement, c'est compliqué avec la communication avec les RH, la consultation des salariés concernant le choix du format, etc. Je suis d'accord avec toi. Et donc, forcément, voilà, justement, de par tout ça, ça implique de fixer une date butoir. C'est beaucoup plus simple. Et pour le coup, tu as voulu exclure personne. Ce n'est que la logistique qui ordonne malheureusement d'exclure certaines personnes. Donc là-dessus, pas de problème. Et puis de rien, je t'en prie pour les réponses. Deuxième chose, bien respecter les plafonds d'exonération. Alors ça, c'est hyper important. Pourquoi on vous dit ça? Alors, on vous parle des bons d'achat, mais en préambule quand même, voilà, je tiens à vous dire qu'en principe, la règle qui est fixée dans le Code de la sécurité sociale, c'est que toutes les sommes ou avantages octroyés à un salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail, en principe, c'est un élément de rémunération soumis à cotisation. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'URSSAF ne s'embarrasse pas. Elle se dit, bah, OK, d'accord, telle personne a gagné un bon d'achat, telle personne a eu le droit à un repas de Noël gratuit, telle personne a eu le droit à des réductions sur des parcs d'attractions et autres. Bah, tout ça, c'est bien des avantages, c'est de la richesse et qui a été transmise dans le cadre du travail. Si le salarié n'avait pas été salarié, justement, il n'aurait pas eu le droit à ces avantages. Et donc, pour nous, c'est de la rémunération et donc on doit soumettre à cotisation. Ça, c'est le principe de base.
Mais il y a des exceptions. Et d'abord, la première exception, c'est tout ce qui est légal. Parfois, la loi vous dit, bah, ça, par contre, c'est exclu. Et c'est notamment le cas pour tout ce qui est participation à la garde d'enfants et au service d'aide à la personne pour les salariés. Si vous donnez une certaine somme d'argent à un salarié pour qu'il puisse se payer une place en crèche, se payer une nourrice, ça, la loi vous dit, c'est exonéré. Alors attention, il y a des limites aussi, hein, mais ça peut être exonéré. Donc là, c'est vraiment le Code du travail qui vient nous le fixer. Parfois, c'est la jurisprudence qui vient justement exonérer certaines ASC. Et la plus connue d'entre elles, c'est le secours. Le secours, c'est quand le CSE verse à un salarié une somme d'argent. Et cette somme d'argent, alors en principe, vous imaginez bien qu'une somme d'argent, en plus, c'est de l'argent sonnant et trébuchant qui est versé à un salarié. Normalement, on se dirait, bah, il y a cotisation. Mais là, pour le coup, un secours, c'est quand on verse cette somme d'argent à une personne dont la situation est particulièrement digne d'intérêt. C'est ce qui est dit dans la jurisprudence et c'est ce que l'URSSAF rappelle. Alors, digne d'intérêt, ça veut dire que, par exemple, elle est malheureusement en surendettement, elle a des difficultés, j'en sais rien, familiales, peut-être qu'il y a un handicap qui a été annoncé dans la famille ou même pour lui ou pour un proche, que de ce fait, bon voilà, des difficultés surviennent. Dans ces cas-là, on pourrait verser une somme d'argent à ce salarié, ça serait exonéré. Et là, pour le coup, il n'y a pas de plafond. Par contre, il faut bien respecter les critères fixés, ça veut dire que ça doit rester exceptionnel, et puis bien sûr, justifié par des éléments. Ça veut dire que ce n'est pas seulement nous qui avons discuté avec un tel et on se dit, voilà, c'est digne d'intérêt, donc on lui donne 3 000 euros. Il faut des preuves pour ça. Donc il faut peut-être, s'il a des difficultés financières, recueillir des mises en demeure de son bailleur, j'en sais rien, des choses qui auraient été signifiées par commissaire de justice parce qu'il a des dettes justement en suspens. Bon, tout ce qui permet de justifier ces difficultés. Et puis ensuite, on a les fameuses tolérances administratives. Donc là, c'est l'URSSAF, réellement, en tant qu'administration qui est chargée de recouvrer les cotisations, qui dit, voilà, moi, je vais être sympa avec vous. Sur certaines ASC, je vais tolérer que vous puissiez les verser et je vais pas les soumettre à cotisation à condition qu'elles respectent les plafonds. Alors, on vous parle des bons d'achat, ce n'est qu'un exemple, mais c'est quand même le plus connu parce que c'est vrai que généralement, pour un budget CSE, c'est plus facile de verser des bons d'achat. On sait que ça fait plaisir, c'est de l'argent, les salariés peuvent l'utiliser comme ils le souhaitent et c'est plus simple aussi pour un CSE à gérer comme ASC. Et donc là, la règle, c'est que le bon d'achat ne doit pas dépasser 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc le plafond mensuel, c'est quelque chose qui est remis à jour chaque année. Enfin, c'est le plafond annuel qui est remis à jour. Et puis, du coup, forcément, si on connaît le plafond annuel, on divise par 12, on a le plafond mensuel de la sécurité sociale. Et cette année, en 2026, c'est 200 euros. Donc, on n'a pas le droit de verser plus de 200 euros de bons d'achat et de cadeaux en nature à un salarié. Et on vous précise sur une même année civile. C'est-à-dire que peu importe votre année comptable, votre période comptable, ce qui compte, c'est l'année civile pour l'URSSAF. Et alors, je vais répondre, je vois qu'il y a des questions, je vais répondre aux questions ensuite. Et donc, du coup, ça, c'est la première règle, pas plus de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, mais l'URSSAF vous dit aussi, pour certains événements que je vais vous lister, vous pourriez verser potentiellement un autre cadeau ou un autre bon d'achat. Et pour le coup, la liste est exhaustive, ça va être par exemple le mariage, le PAX, la naissance, l'adoption, Noël pour les salariés et pour leurs enfants jusqu'à leurs 16 ans révolus. Ça va être la rentrée scolaire, alors pas pour les salariés pour le coup, mais pour leurs enfants jusqu'à leurs 26 ans, si, ils justifient de la poursuite d'études. Et ça va être aussi pour la Sainte-Catherine et la Saint-Nicolas, l'URSSAF tolère ces événements. Et là, l'URSSAF vous dit, si vous versez un bon d'achat ou un cadeau à l'occasion de ces événements, eh ben, on vous l'exonère aussi, à condition, encore une fois, qu'il ne dépasse pas 5% du plafond mensuel de la Sécu, donc 200 euros en 2026, et aussi que le bon d'achat ou le cadeau soit bien délivré pendant l'événement, donc un peu avant, un peu après, mais en lien avec l'événement, et qu'il soit utilisé pour quelque chose en lien avec l'événement aussi. Ça veut dire que si le CSE verse un bon d'achat, j'en sais rien, de 70 euros parce qu'un salarié a eu un enfant, il faut que le bon d'achat soit à faire valoir sur des enseignes en lien avec la maternité ou la paternité. Il est hors de question que le bon d'achat puisse être utilisé dans une station totale. Ou puisse être utilisé, j'en sais rien, pour se payer des casse-croûtes chez Banette. Bon, voilà, il faut que ça soit en lien avec la naissance. Sinon, l'URSSAF va redresser. Et ça, attention, ils peuvent le vérifier, hein, ils vont regarder. Il ne suffit pas de leur dire, si, ne vous inquiétez pas, c'était contrôlé.
ils vont peut-être regarder vos conditions qui ont été signées avec le prestataire, ils vont vouloir une copie du bon d'achat pour voir justement est-ce que les mentions équilibrées bien, vous savez, les petites mentions en italique, bon d'achat à faire valoir uniquement sur les rayons un tel, un tel, un tel. Ils vont vérifier tout ça pour être sûr que ça soit exonéré. Et puis bien sûr que le salarié soit concerné par l'événement. Donc si on lui a versé une prime, pas une prime, un bon d'achat pardon, pour la naissance, il faudra prouver qu'il y a bien eu une naissance. Et donc, voilà, un livret de famille, une copie de livret de famille ou autre pourrait suffire. Euh, donc voilà par rapport à ça. Et puis on vous dit sur les tolérances, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous dit aussi que oui, si vous dépassez malheureusement les plafonds d'exonération, sachez que si vous dépassez ne serait-ce que de quelques euros, eh ben, ce n'est pas les quelques euros qui vont être redressés, c'est l'intégralité du bon d'achat. Donc si malheureusement vous avez versé 202 euros de bon d'achat, eh ben, ce n'est pas les 2 euros, ce sera les 202 euros qui seront soumis à redressement. Ça, c'est important. Alors, c'est-à-dire qu'on est tolérant, mais par contre, si vous franchissez les limites, on est quand même assez sévère. Donc, je vais passer au troisième conseil. Il y a eu des questions. Alors, qu'en est-il de conditionner l'obtention des ASC à la présence du salarié lors de la date de distribution? Alors, c'est admis, mais attention, ce qui est admis, Ségolène, par rapport à la présence, c'est la présence dans les effectifs. C'est-à-dire que par contre, si c'est une non-présence, on va dire, une absence du salarié parce qu'il ne travaillait pas ce jour-là, parce qu'il était en congé payé, en RTT, etc., dans ces cas-là, on doit lui verser. Donc oui, la présence, c'est possible, ça peut conditionner le versement des ASC, mais c'est présence dans les effectifs. Si jamais on exclut un salarié parce qu'il était en arrêt maladie, par exemple, ça serait discriminatoire. Bon, apparemment, c'est clair, Solène me dit bien sûr, donc parfait, impeccable. Et de rien, Solène. Troisième conseil qu'on vous donne, on vous dit s'appliquer sur la comptabilité. C'est hyper important. Alors, la comptabilité, elle est obligatoire pour un CSE. Alors, on vous dit en principe quand on est plus de 50 salariés, parce que les budgets sont obligatoires quand on passe le seuil de 50 salariés. Donc, c'est vrai que si on n'a pas de budget, généralement, niveau comptabilité, ça va être restreint. Mais dès qu'on a un budget, on pourrait avoir un budget avant 50 salariés. Certains employeurs peuvent le faire, vous pouvez le négocier voilà, pour avoir un budget avant ce seuil. Mais en tout cas, dès qu'il y a un budget, il faut bien sûr tenir une comptabilité. Alors, on vous dit en matière de comptabilité, rien ne vous impose d'avoir deux comptes bancaires distincts, un pour les ASC, un pour le fonctionnement du CSE. Mais c'est vrai qu'en matière de gestion, ça peut être plus simple. Ça peut être plus facile d'avoir les deux comptes. Alors, ce qu'il y a, c'est que malheureusement, en fonction de l'établissement bancaire, qui dit deux comptes, dit deux frais de tenue de compte, dit peut-être deux cartes bancaires. Donc, ça multiplie les frais pour le CSE. Donc, si vous voulez faire simple et puis moins cher, ce sera un compte. Et on fait bien attention justement à chaque dépense et sur quel budget elle doit être imputée. Par contre, si vous voulez plus de facilité, on sépare et on fait deux comptes bancaires. Et on vous dit, le but, c'est bien de faciliter justement la traçabilité des flux financiers et éviter la confusion entre les budgets, parce que c'est pareil, confondre les deux budgets, utiliser le budget de fonctionnement pour se payer des ASC, c'est un sujet de redressement aussi. Donc attention à ça, on fait bien attention aux dépenses et au budget sur lequel c'est imputé. Alors, on vous dit quand même sur la comptabilité, je ne sais pas si on en parle ici, mais en tout cas, moi, je vous en parle. Les règles comptables, les obligations comptables que vous avez en tant que CSE, elles sont fixées par des règlements comptables. Il y a des règlements comptables qui sont rédigés par l'autorité des normes comptables qui permettent de savoir ce qu'on attend de vous en termes de CSE et en termes de comptabilité. Et donc, ça dépend surtout des ressources que perçoit le CSE. Si vous avez moins de 153 000 euros de ressources annuelles, vous êtes un CSE de catégorie 1. Si vous dépassez 153 000 euros, vous entrez en catégorie 2. Et tant que vous ne dépassez pas deux des critères que je vais vous lister, vous restez en catégorie 2. Donc, les trois critères, c'est plus de 50 salariés. Généralement, vous le dépassez, puisque vous avez un budget et des ressources. Et après, c'est 3,1 millions de ressources annuelles ou alors 1,55 million de bilan. Si vous dépassez du coup l'un des deux qui reste, vous passez en catégorie 3. Et donc, du coup, en fonction de la catégorie de CSE, il y a des obligations comptables plus ou moins fournies et étoffées. Et donc, pour ça, il faut se référer au règlement comptable. On n'est pas là pour parler de comptabilité, mais je vous dis quand même, allez voir ces règlements comptables. Alors, c'est le règlement comptable 2021-06 pour les CSE de catégorie 1 et le 2021-05 pour les CSE de catégorie 2. Et puis pour les CSE de catégorie 3, c'est les mêmes obligations qu'une société commerciale. Donc pour le coup, on se réfère au code de commerce.
Pas de questions sur la comptabilité, apparemment, c'est clair pour vous. Ou alors vous n'avez pas envie de parler de comptabilité de bon matin, ce qui s'entend aussi. Conseil numéro 4, surtout bien garder toutes les pièces justificatives. Alors effectivement, c'est pas le tout que de distribuer les ASC, il faut bien aussi, justement, comme il y a des conditions pour que les ASC soient exonérés, il faut bien prouver à l'URSSAF, si jamais il y a un contrôle, qu'on a respecté les conditions. Alors on vous dit, voilà, il faut conserver les factures, les contrats passés avec les prestataires, les bons de commande que vous avez réglés avec les prestataires aussi, et aussi les preuves fournies par les salariés, acte de naissance, acte de mariage, etc. Et alors, là-dessus, attention, quand on récolte justement des pièces justificatives par rapport à la situation des salariés, n'oubliez pas qu'en tant que CSE, vous êtes soumis aussi au RGPD. Donc, il faut faire attention aux données qu'on collecte. Bien sûr, vous avez le droit de le faire parce que c'est pour vous soumettre à une obligation légale. Il faut que vous puissiez éviter le redressement. Donc, vous avez le droit de collecter des justificatifs, mais il faut bien le dire aux salariés pourquoi vous le faites, pourquoi vous prenez tel et tel justificatif, pourquoi c'est justifié, parce que vous risquez justement un redressement URSSAF, combien de temps on va conserver les documents, qui pourra y avoir accès et comment aussi les personnes peuvent éventuellement exercer leur droit d'accès, de rectification, de suppression des données personnelles. Et alors oui, le délai de 6 ans, je peux te dire justement, j'ai anticipé la question, Ryan, donc je me permets d'y répondre de suite. J'ai anticipé, et pour le coup, c'est le Code de la sécurité sociale qui vous le dit, c'est l'article L243-16 du Code de la sécurité sociale, L243-16, qui vous dit que tous les documents et les pièces justificatives qui sont nécessaires à l'établissement de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales doivent être conservés pendant une durée égale au moins à 6 ans, à compter de laquelle on a eu ces documents. Alors oui, ça paraît un petit peu, voilà, ça paraît long, mais il faut se mettre aussi à la place de l'administration. 6 ans, c'est très peu finalement. Est-ce que tout document supérieur à 6 ans peut être détruit? Alors, ça dépend, parce que justement, en matière comptable, alors, est-ce que j'ai anticipé à ce point-là? Oui, j'ai anticipé à ce point-là, parfait. J'ai anticipé aussi la réponse du CSE Natup. Alors, non seulement il y a cette obligation du Code de la sécurité sociale qui vous dit que pour tout ce qui est contribution sociale, c'est au moins 6 ans. Et vous avez aussi un autre article dans le Code du travail qui est l'article L 2315-75, 2315-75, qui vous dit que les comptes annuels, les documents comptables et les pièces justificatives doivent être conservés pendant 10 ans suivant la clôture de l'exercice. Donc moi, je te dirais non, parce que du coup, alors si tu supprimes après 6 ans, tu te conformes au code de la Sécu, par contre, tu ne te conformes pas au code du travail. Donc, si tu veux vraiment respecter tout ça, tu le gardes pendant 10 ans, ça sera le délai le plus long en principe. Donc, 10 ans, ça paraît bien. On laisse dans les archives du CSE. Bien sûr, on n'ira pas y fouiller toutes les 5 minutes, mais en tout cas, en cas de besoin, on sait qu'on peut justifier. Et puis après, les risques sont de moins en moins élevés plus les années passent, mais il n'empêche que voilà, au moins on se couvre, on a ça de côté, et au bout de 10 ans, on peut supprimer. C'est pour ça aussi que, vous imaginez, pour un salarié à qui on a pris livret de famille, etc., savoir que son livret de famille, ou en tout cas une copie, va être conservée dans des archives pendant 10 ans, ça peut être un petit peu dérangeant. Donc, c'est pour ça que dans le RGPD, il y a aussi un principe de minimisation des données collectées. On essaie de récolter le moins possible de données et vraiment ce qui est nécessaire à nos fonctions. Donc, ça veut dire que, par exemple, si on veut prouver que, j'en sais rien, qu'un salarié a des revenus qui sont inférieurs à tel montant, pour lui donner davantage, parce qu'on a modulé en fonction de critères sociaux, dont les revenus des salariés, et ben, du coup, on va peut-être se contenter j'en sais rien, d'un justificatif sur l'honneur, par exemple, plutôt que d'un bulletin de paie, sur lequel il y a des informations qu'on n'a pas forcément envie de donner, le matricule, numéro de sécurité sociale, etc., etc. Est-ce que quelque chose, le nouveau JK, etc., lorsqu'on communique les communications envers les collaborateurs par rapport à la conservation? Oui, 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 il y a des documents justement que tu dois transmettre aux salariés parce que justement toutes les personnes pour qui on collecte des données personnelles doivent le savoir, en être informées et surtout avoir consenti à cette collecte. Et donc, toi, tu dois pouvoir prouver en cas de besoin. Alors là, c'est plus par rapport à l'URSSAF, on sort un peu du thème, mais c'est par rapport à la CNIL. Tu dois pouvoir prouver que tu as bien reçu le consentement des personnes
pour prendre les données. Donc, il y a des formulaires qui existent, et d'ailleurs, Kiro en met à disposition. Donc, dans la bibliothèque, on a ce genre de documents justement pour se conformer au RGPD. Vous pouvez potentiellement, je vous le précise aussi, potentiellement, le CSE pourrait refuser l'accès à des ASC si le salarié refuse de les donner. C'est possible de dire effectivement, voilà, si vous ne me prouvez pas que vous avez eu un enfant, je ne vous verserai pas le bon d'achat pour naissance d'un enfant. C'est logique, voilà, c'est pas par rapport au salarié, c'est pas pour l'embêter, c'est juste que si l'URSSAF passe derrière, elle va vous dire, prouvez-le moi aussi. Donc forcément, vous pourriez lui refuser l'accès. Par contre, il faut bien lui dire. Ça veut dire qu'il faut préciser aux salariés dans votre politique ASC, voilà, nous, CSE de telle société, on met en place tel ASC, et pour les obtenir, voilà, pour celle-ci, il faut fournir ça, pour celle-ci, il faut fournir ça, etc., etc. On décline tous les justificatifs obligatoires et bien dire aux salariés d'avance, si vous refusez, vous serez exclu. Et justement, on a de la jurisprudence là-dessus sur lesquelles les CSE ont été condamnés parce qu'ils ont refusé l'accès aux ASC à des salariés qui n'avaient pas fourni les justifs, mais pour le coup, ils ne l'avaient pas dit aux salariés, et donc ils ont été condamnés pour ça. Et petit point là-dessus aussi, c'est par rapport à la déclaration de revenus. Si vous voulez savoir quels sont les revenus que perçoivent les salariés pour moduler les ASC, sachez que la déclaration de revenus, ça a été jugé comme trop intrusif. Il y a trop d'informations personnelles qui figurent sur la déclaration de revenus, donc normalement, le salarié pourrait refuser de le fournir. Donc, dans ces cas-là, on demande plutôt l'avis d'imposition, le bulletin de paie, et puis on demande aussi aux salariés de gommer de leur avis d'imposition tout ce qui n'est pas essentiel, donc leurs revenus fonciers, les revenus éventuellement qui sont issus de placements financiers, on leur demande de les enlever. Donc voilà pour ce 4e conseil. 5e conseil, on vous dit, il faut informer mensuellement l'employeur. Alors ça, je tiens à m'arrêter là-dessus, parce que cette obligation, elle n'est pas légale. Ce n'est pas la loi qui vous le dit. Par contre, l'URSSAF vous le dit. Quand vous prenez le guide URSSAF, on en reparlera, mais chaque année, l'URSSAF édite un guide à destination des CSE pour justement éviter les redressements et se conformer aux tolérances administratives. Et dedans, ils vous disent que vous devez, chaque mois, informer l'employeur des ASC que vous avez versés, non pas parce qu'il a un droit de regard, un droit de veto, bon, il n'a pas de droit de veto là-dessus, mais par contre, il a effectivement un droit de regard, parce que à la fin, s'il y a redressement, c'est lui qui va payer, parce que c'est lui qui est soumis à cotisation sociale par rapport à l'URSSAF. Vous, si vous n'êtes pas un CSE employeur, vous n'avez pas de compte URSSAF, vous n'êtes pas redevable des cotisations à titre personnel. C'est l'employeur qui va payer pour vous et ce que vous avez fait. Et donc, du coup, il a le droit de recevoir une information par rapport à ça. Donc, le guide URSSAF vous le précise, et puis surtout, la jurisprudence vous le dit également. Et d'ailleurs, je vous mets l'arrêt en question, vous pourrez aller le zioter, je vous le place dans la conversation. Voilà, la jurisprudence a confirmé cette règle, et bien dit que oui, effectivement, il fallait que le CSE informe chaque mois son employeur par rapport à ce qu'il verse en matière d'ASC, comme ça, éventuellement, l'employeur peut tirer la sonnette d'alarme, vous mettre en garde, vous demander d'arrêter, de stopper, de verser une autre ASC qui serait conforme du coup aux tolérances, mais bref, piloter et avoir un peu la maîtrise de son destin, ce qui est plutôt fair play, on va dire. Conseil numéro 6 qu'on peut vous donner, c'est bien se former à la gestion du CSE. Parce que pour citer un autre ou une autre, on ne naît pas trésorier CSE, on ne naît pas élu CSE, on le devient. Et donc, voilà, ce n'est pas évident au départ de se conformer à tout ça. Vous doutez bien que voilà, si on vous explique les règles aujourd'hui, c'est qu'elles sont assez complexes, qu'elles sont mouvantes, qu'elles peuvent changer, qu'elles peuvent être appréciées différemment, que la jurisprudence se positionne régulièrement aussi là-dessus. Donc, ce n'est pas évident de se conformer à tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous former justement en la matière. D'abord, alors en principe, pour certains, vous avez un budget pour ça, le budget de fonctionnement qui sert aussi à ça. Et puis, on vous dit aussi, les élus titulaires au sein du CSE ont un congé de formation économique de 5 jours maximum. Donc, c'est une durée de 5 jours ouvrés par mandat. Pour le coup, ce n'est pas par année, c'est par mandat. Ces jours de formation sont pris sur le temps de travail des salariés. Alors, on vous dit quand même, attention, quand vous prenez ces jours en tant qu'élu CSE, il s'impute sur votre congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. C'est un congé que tous les salariés ont de 12 jours en principe. Ça s'impute là-dessus. Mais tout de même, c'est un congé qui est prioritaire, on va dire, pour les élus. Bon, il y a des règles
qui s'applique à cette demande de congé. Normalement, vous devez présenter votre demande au moins 30 jours avant à l'employeur. Vous devez bien sûr lui préciser la date de votre absence, pour quelle formation vous souhaitez être formé, donc le nom de l'organisme, le responsable du stage, etc. Et du coup, ça permet à l'employeur de vérifier si tout est conforme justement à ce congé de formation économique et que vous n'allez pas vous former à autre chose. Voilà, faire une reconversion sur ce congé, par exemple. Bon, l'employeur n'est pas tenu d'accepter ce congé, il peut le refuser, mais sous condition. Alors, les conditions, c'est quoi? C'est par exemple si justement vous n'avez pas respecté le délai de 30 jours, il pourrait vous le refuser en disant qu'il n'a pas le temps de vérifier que tout est conforme. Et puis, il y a d'autres choses, et notamment le motif le plus fréquent, c'est de dire que votre absence aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marge de l'entreprise. Dans ces cas-là, il pourrait peut-être vous refuser le congé, mais attention, c'est après avis conforme du CSE. Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut refuser le congé qu'après avoir sollicité le CSE, recueilli son avis, l'avoir consulté, et il faut que le CSE soit d'accord avec ça. Donc, c'est quand même, voilà, c'est quand même un droit à congé qui est assez fort, et c'est compliqué en principe de vous refuser. Bien sûr, voilà, par contre, pour tout ce qui est formation non obligatoire, le coût de la formation est à la charge du CSE. Donc, c'est plus l'employeur qui paie. L'employeur va payer les formations obligatoires de type formation SSCT. Par contre, si c'est pour d'autres formations, trésorier, etc., c'est au CSE de payer. Donc, il faut bien faire attention aux prestataires que vous choisissez, bien sûr. Et là, si je peux me permettre, n'hésitez pas à vous retourner vers Kiro pour ce genre de choses. Septième conseil, on vous dit consultez bien le guide URSSAF, justement. C'est pour ça que je vous disais qu'on allait en reparler. Voilà, chaque année, l'URSSAF, qui est plutôt sympa, vous publie un petit guide à destination des CSE qui fait une quinzaine de pages maximum, mais avec une belle mise en page, des images, etc. C'est écrit en grand caractère, donc ça, c'est plutôt facile à lire. Et ce guide URSSAF doit vraiment être une Bible pour tous les élus CSE. C'est votre livre de chevet, vous le gardez avec vous et vous le lisez bien chaque année. Alors, vous allez voir que les tolérances administratives ne changent pas, ne sont pas révolutionnées non plus chaque année, mais il y a toujours des petites nouveautés qui sont apportées par l'URSSAF, des petites précisions qui viennent voilà, vous dire dans quelles conditions tel ASC est toléré. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là aussi, le sommaire, rien que le sommaire de ce guide URSSAF, vous donne une idée de toutes les ASC qui peuvent être mises en place par un CSE. On pense toujours au bon d'achat, mais il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a les chèques vacances, ça peut être les participations au titre restaurant, les participations à la prévoyance des salariés, ça peut être une participation à un contrat de retraite complémentaire, ce qui peut être hyper agréable pour des salariés de savoir que leur CSE abonde comme ça sur des contrats de retraite et que à la fin de la carrière, on part avec un petit pécule. Ça peut être des primes qui sont versées à l'occasion, par exemple, de l'obtention d'une médaille du travail. Notamment, ça peut être de la billetterie, bon ça vous connaissez davantage, les services de garde à la personne, donc crèche, nounou, nourrice ou alors assistante de vie, etc. Ça peut être très intéressant. Bon, vous irez regarder et vous verrez qu'il y a pas mal d'idées pour les CSE. Et justement, l'idée, c'est de se dire, si on a poussé justement la tolérance, on est allé jusqu'au plafond d'une tolérance sur une ASC, c'est l'occasion de s'arrêter. Voilà, on a respecté, on allait au maximum de ce qu'on pouvait faire. Si on va plus loin, on risque un redressement, donc on n'y va pas. Et du coup, on change d'ASC, on fait autre chose. Et du coup, le CSE va se diversifier, va avoir un panel d'ASC qui est plutôt intéressant. Et donc, voilà, ça, faites-le bien et consultez ce guide. Et d'ailleurs, vous verrez aussi que dans le guide URSSAF depuis 2025, désormais, l'URSSAF vous donne, dès le sommaire, il vous dit tout de suite ce qui est totalement exonéré, ce qui ne l'est pas du tout et jamais. Et d'ailleurs, ce qu'il est sous condition. Et d'ailleurs, vous verrez que ce qui est totalement exonéré, c'est généralement les choses qui rejoignent un petit peu la politique du gouvernement, tout ce qui est accès au sport, accès à la culture, accès aux livres, accès, ASC pour favoriser le départ en vacances, par exemple, pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens, etc. Donc voilà, ça rejoint un petit peu ce qu'on voit. Alors, Ryan me demande si c'est ce guide-là. Tout à fait, c'est celui-là et c'est celui qui est à jour également. C'est bien le 2026. Donc parfait, voilà. Ryan m'assiste dans ce webinaire, donc merci beaucoup Ryan. Vous pouvez aller consulter le lien. En principe, c'est pas un lien qui est piraté parce que c'est pas mon cas, donc vous pouvez aller cliquer
en toute stabilité. C'est bien le guide d'URSSAF et vous allez, voilà, vous allez tout y retrouver. Donc, c'est plutôt intéressant. Euh, donc, ensuite, en conseil numéro 8, on vous dit assurer une veille juridique active. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de moins évident parce que, pour tout vous dire, voilà, nous, on est juriste et même en tant que juriste, ça demande déjà beaucoup de temps sur notre temps de travail de pouvoir se tenir à jour. Donc, on est abonné à des newsletters, on paie aussi pour ça, on a des services, des prestataires qui nous tiennent informés, des éditeurs juridiques qui nous envoient des newsletters, des mises à jour. Bon, on va aussi rechercher ça sur tout ce qui peut être gratuit, servicepublic.fr, sur le site de l'URSSAF, le site des administrations, mais ça demande beaucoup de temps. Et donc, c'est pour ça que ça peut être parfois aussi pratique de s'abonner à des newsletters qui sont bien faites. Et donc, ça, euh, c'est crucial parce que justement, les pratiques évoluent. Alors, pour vous donner une petite idée de ce qu'il y a eu comme évolution récente, alors, récemment, c'est justement ce critère d'ancienneté qui a été retoqué par la Cour de cassation, mais ça commence un petit peu à dater. Bon, 3 avril 2024, on est quasiment à 2 ans. Ça a fait beaucoup de remous justement en matière d'ASC, mais aujourd'hui, c'est passé, c'est digéré. Par contre, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que depuis cet arrêt du 3 avril 2024, la Cour de cassation continue à se prononcer sur le critère d'ancienneté et a notamment dit que non seulement se référer à l'ancienneté, c'est discriminatoire, mais même tout ce qui peut être de l'ancienneté indirecte, ça aussi, c'est discriminatoire. Et donc, l'ancienneté indirecte, ça va être quoi? Ça va être dire, oui, alors nous, on ne vous dit pas que vous devez avoir 6 mois dans la boîte, par contre, on vous dit qu'il faut avoir terminé la période d'essai. Et bien, la Cour de cassation a dit, voilà, terminer la période d'essai, c'est pareil, c'est mettre en place un critère d'ancienneté indirecte. C'est pareil, voilà, pour vous dire, j'en sais rien, voilà, enfin, bref, tout ce qui pourrait être référence indirecte à l'ancienneté, ça aussi, c'est non admis. Et puis, dans le guide URSSAF aussi, on a d'autres précisions en matière administrative. Par exemple, en 2026, ce qui a été rajouté, c'est tout ce qui est bibliothèque numérique. C'était une ASC qui n'apparaissait pas avant, que l'URSSAF n'avait pas traité. Et aujourd'hui, l'URSSAF le traite. Et on vous dit, voilà, tout ce qui est ASC mis en place par le CSE pour que les salariés puissent accéder à une bibliothèque numérique, vous savez, avec des revues de presse, des abonnements, on a accès à des magazines, etc. Ça, on vous dit, c'est exonéré maintenant, totalement exonéré, à condition que ça donne bien accès à des contenus culturels. Et donc, tout ce qui n'est pas culturel, ça ne fonctionne pas. Donc, on vous dit, ils sont considérés comme des contenus culturels, les livres, les bandes dessinées, les revues, les documents écrits, documents sonores, etc. Voilà. Et même s'il s'agit de cours. Par contre, on vous dit tout ce qui est contenu sonore, visuel, en direct, et ceux qui permettent des interactions avec des personnes physiques, ce n'est pas du contenu culturel. Donc, grosso modo, ça ne doit pas donner accès à de la formation directe. On vous dit les cours en ligne qui génèrent une interaction avec un professeur, ça ne peut pas être qualifié de contenu culturel. Donc, à vérifier, si vous avez un abonnement comme celui-là, allez vérifier exactement voilà, quelles sont les choses auxquelles peuvent accéder les salariés, parce que ça, l'URSSAF le fera. Si un jour elle contrôle, elle va regarder que dans votre abonnement, il n'y a pas justement ces fameux cours en direct. Alors, Sandra me demande, peut-on abonder le paiero des salariés? Alors, en principe, non. C'est plutôt sur des contrats de complémentaire retraite. Le paiero, pour le coup, c'est l'employeur qui peut l'abonder. Il peut être aussi. Alors, le paiero, c'est le plan épargne retraite. Enfin, maintenant, du coup, c'est le PERCO, le plan épargne retraite entreprise, qui peut être mis en place. Voilà, c'est un livret d'épargne salariale qui est mis en place dans l'entreprise, notamment pour y placer la participation, l'intéressement dans lequel on pourrait éventuellement aller y mettre des jours épargnés dans un compte épargne-temps et autres. Et l'employeur peut aussi abonder à ce plan épargne retraite, mais pas le CSE pour le coup. En principe, c'est plutôt sur des contrats complémentaires, de complémentaires retraite autre que celui-là. Et est-ce que vous pouvez informer l'employeur des ASC versés tous les 2 mois lors de notre réunion du CSE? Alors, bah, oui, potentiellement, je te dirais que oui, c'est possible, parce que comme c'est pas justement l'information qui doit être donnée à l'employeur, c'est pas un article de loi qui te le donne, c'est plutôt l'URSSAF qui te le dit dans son guide URSSAF, et la jurisprudence a quand même confirmé qu'il fallait informer régulièrement l'employeur là-dessus. Ça pourrait être tous les 2 mois potentiellement, mais je te conseille quand même dans ces cas-là de formaliser l'accord avec l'employeur. Donc, dans un procès verbal de réunion, essayer de faire constater cet accord, ou alors même par tout document qui pourrait montrer que l'employeur est d'accord aussi pour cette récurrence et qu'il n'en veut pas plus. Voilà. Mais en tout cas, garde une preuve que l'employeur était au courant et puis est d'accord pour ce type d'information tous les 2 mois.
Euh, Neuvième conseil, on vous dit aussi bien répondre aux observations de l'URSSAF. Alors, pourquoi on vous dit ça? Parce que l'URSSAF, quand ils vont vous contrôler, ils ne vont pas redresser immédiatement. Le but, c'est pas non plus de vous flinguer dès le départ. Sandra me dit que c'est déjà fait, mais je voulais qu'on fasse. Et voilà. Et ben, du coup, tu l'as effectivement. Donc oui, tu peux le faire, mais voilà, bien écrire. Donc voilà, l'URSSAF ne va pas vous redresser automatiquement et puis systématiquement. D'abord, ils vont aussi peut-être vous poser des questions, vous interroger. Ils peuvent aussi demander des mises en conformité. Donc ça veut dire qu'en fait, ils vont vous mettre en demeure de changer telle et telle pratique, telle et telle procédure, de changer telle et telle règle par rapport à une ASC, sans pour autant sanctionner immédiatement. Donc ça sera un rappel à l'ordre, un avertissement, une mise en demeure qui sera donnée par l'URSSAF. Et puis, même quand l'URSSAF va commencer sa procédure de redressement, elle va d'abord émettre une lettre d'observation et l'employeur aura 30 jours pour y répondre. Potentiellement, ça peut être un peu plus long, mais en principe, c'est 30 jours pour y répondre. Et donc, du coup, l'employeur pourra se justifier de pourquoi il a fait ça, pourquoi il a raté telle et telle chose. Alors, bien sûr, là, si ça concerne les ASC du CSE, il fera en vous interrogeant et puis en vous sollicitant aussi. Donc, vous pourriez être voilà, partie prenante dans cette procédure, même si l'URSSAF s'adresse à l'employeur, parce qu'encore une fois, c'est l'employeur qui est redevable des cotisations, euh, vous pourriez être sollicité pour répondre à certaines questions. Et puis d'ailleurs, quand l'employeur a répondu aux observations de l'URSSAF répond encore une fois à ces observations. Donc il y a un échange qui se crée avec l'URSSAF, on n'est pas redressé immédiatement, ça pourrait potentiellement voilà, déboucher sur autre chose qu'un redressement. Donc sachez-le, ce n'est pas non plus l'idée, c'est pas voilà, de vous tuer systématiquement dès qu'il y a la moindre non-conformité. Il y a des étapes préalables qui existent quand même avant. Et puis, dernier conseil qu'on peut vous donner, c'est de sécuriser vos pratiques. Et comment on peut sécuriser les pratiques du CSE? Et ben, notamment, il y a ce qu'on appelle le rescrit social. Et le rescrit social, c'est quoi? En fait, c'est une interrogation, une demande officielle que vous adressez à l'URSSAF sur laquelle vous demandez de prendre position, justement. Vous avez un doute sur une prestation ou sur des critères à appliquer. Vous dites, tiens, je voudrais mettre ça et ça en place comme critère pour délivrer tel ASC, mais je ne sais pas si c'est conforme. La jurisprudence ne l'a pas dit, le guide URSSAF ne nous dit pas non plus, j'ai rien pour m'aiguiller, eh ben, je vais carrément demander à l'administration de se positionner et de me dire si ce que je vais faire ou ce que je m'apprête à faire est conforme. Alors, normalement, le rescrit social, qui peut l'adresser? Ce sont les cotisants ou les futurs cotisants. Et encore une fois, vous n'êtes pas des cotisants directs. Donc, dans ces cas-là, la procédure, en principe, c'est d'en parler avec l'employeur qui est président du CSE ou alors membre de plein droit du CSE, selon la taille de votre CSE, justement. Mais pour les CSE de plus de 50, c'est le président de l'instance. On s'adresse au président, on lui fait part de notre sujet et c'est lui qui va interroger l'URSSAF pour savoir si la pratique est conforme ou non. Et d'ailleurs, le rescrit social, il peut aussi être, il peut être porté par une autre personne qui travaille pour vous, un avocat, un expert comptable, etc., qui travaille pour le cotisant ou le futur cotisant, qui va aussi demander ce rescrit à l'administration. Et donc, ça permet d'avoir une réponse de l'URSSAF, et cette réponse lui est opposable. Ça veut dire qu'on peut se prévaloir de ce que nous a dit l'URSSAF. Si un jour un contrôleur, un agent de contrôle nous dit que c'est pas bien ce qu'on fait, on pourra lui dire, bah, attendez, je vous ai quand même sollicité il y a quelques mois ou quelques années, et vous m'aviez dit ça. Et donc, dans ces cas-là, forcément, ils ne vont pas se contredire et vous pourriez éviter le redressement grâce à ça. Et on vous dit aussi, enfin, c'est moi qui vous dis, voilà, ce rescrit, il y a pas de forme particulière, ça peut être adressé par tout moyen, tant qu'on a la preuve de la date de réception par l'URSSAF. Et par contre, dans son rescrit, il faut indiquer certaines mentions, notamment le nom, l'adresse de l'employeur, qui est le cotisant, le numéro d'immatriculation, etc. Et puis, surtout, bien poser sa question, être clair sur les textes qui nous interrogent, sur les mentions qui posent problème, et l'URSSAF nous y répondra. Et pareil, alors si vous posez une question via un rescrit et que cette question, en tout cas la réponse à votre question présente un intérêt général, potentiellement votre question et la réponse de l'URSSAF pourraient être rendues publiques sur le site de la Sécurité sociale et vous pourriez voilà, être cité, on va dire, ça peut rester anonyme, en tout cas votre question serait figurée sur les documents officiels pour justement éclaircir la position pour tous. Donc ça peut être une bonne pratique aussi et voilà, on vous dit aussi, il vaut mieux ça, hein, dans le doute, il vaut mieux poser la question à l'URSSAF quand on ne sait pas et que les juges ne sont pas positionnés, il vaut mieux poser la question, comme ça on se sécurise au maximum. Alors bien sûr, vous pouvez aussi solliciter des services juridiques
et notamment Kiro, nous, voilà, on vous donne l'information juridique. On ne vous fera jamais de conseils personnalisés, on ne pourra jamais adapter la réponse à votre situation parce que ce serait du conseil justement juridique et ça, c'est du monopole de l'avocat. Mais en tout cas, nous, on vous donne la position légale, la jurisprudence s'il y en a, et du coup, vous sécurisez aussi comme ça. Ça peut être une autre solution. Le mieux, c'est de faire les deux et voilà, et d'éviter au maximum les fausses manipulations. Euh, Eh bien, écoutez, du coup, on arrive au terme de ce webinaire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en dernière chose? Voilà, on vous parle justement des services de Kiro par rapport à l'accompagnement juridique qui pourrait aussi vous aider dans ce cadre-là pour éviter les redressements, pour être bien guidé pas à pas dans ce qu'on peut faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Vous avez d'autres services qui vous sont offerts, notamment les formations et l'expertise si besoin. Sachez aussi que dans le cadre de l'expertise, c'est possible de se faire aider par un expert comptable pour venir auditer votre budgets, vos comptes, voir s'ils sont conformes justement au règlement comptable et être sûr que tout soit bon, qu'il ne vous manque pas des justifs. Potentiellement, si chaque année vous avez ce réflexe-là, on pourrait demander les justificatifs aux salariés avant qu'ils quittent les effectifs et avant qu'ils s'en aillent dans la nature, et donc sécuriser encore une fois le CSE en rattrapant les éventuelles irrégularités. Et comme ça, on peut avoir des bonnes archives bien complètes qui nous sécurisent également. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai essayé d'y répondre au fur et à mesure pour ne pas justement qu'il y ait de questions en suspens tout au long, mais si jamais certaines vous viennent, n'hésitez pas à les poser maintenant. Est-ce que c'est clair pour vous? Ok, parfait. Je vois qu'il y a eu certains départs en cours de route. J'ai peur d'avoir découragé certains trésoriers ou secrétaires ou même des élus dans ce qu'on a dit. Mais voilà, c'est assez compliqué de se mettre en conformité. Mais avec ça, le support, je pense que vous l'aurez, il vous sera envoyé. Et puis, bien sûr, on reste disponible pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas aussi à nous solliciter. Euh, et euh, Ryan nous dit, est-ce possible de vous poser une question concernant le CSE, mais hors ASC? Oui, bien sûr, évidemment. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi beaucoup. Alors, on répond quand on offre le service, enfin, quand on propose la prestation renseignement juridique à des CSE, vous avez le renseignement juridique élu, et les élus peuvent poser des questions à la fois vis-à-vis de leur mandat, des ASC, du fonctionnement, des consultations obligatoires, etc., de la B2SE, mais ils posent aussi des questions personnelles par rapport à leur sujet aussi, que ce soit leur relation individuelle de travail ou alors des questions perso, droit bancaire, droit de la consommation. On y répond également, donc là-dessus, pas de souci. Euh, Sora nous dit OK. Et Ryan nous dit au sujet du gel des augmentations de mutuelles, quelle est la position de Kiro? Ah oui, par contre, durant le webinaire. Ah oui, d'accord. Et donc, du coup, d'où la position sur la mutuelle. Bah, écoute, en principe, non, mais tant que j'y suis, j'y réponds quand même. On a encore un petit peu de temps. De rien, Christophe. Par rapport aux mutuelles, alors oui, bah, effectivement, la position, alors c'est pas notre position, mais c'est que la position est claire. La loi nous dit que les mutuelles, les cotisations doivent être gelées, ne doivent pas augmenter en 2026. Ben, on applique la loi, tout simplement. Donc, si la loi dit que c'est gelé, c'est gelé. Les mutuelles n'ont pas à l'augmenter, peu importe s'ils avaient décidé il y a 6 mois, un an, etc., de l'augmentation. La loi dit que c'est gelé, donc on ne touche pas aux cotisations. Et puis, alors je sais qu'il y a des recours possibles, hein, et puis d'ailleurs, certaines mutuelles réfléchissaient à lancer des recours contre cette loi. Pour l'instant, c'est en cours, ça n'a pas été fait, et la position, c'est qu'on applique la loi telle qu'elle. Et d'ailleurs, il n'y a pas que nous, enfin, nous, voilà, on applique la loi, mais j'ai vu aussi que certaines associations de consommateurs, justement, parlaient aussi de tout ça et avaient la même position très claire. On applique la loi, et si votre mutuelle refuse de le faire, et ben, on lui envoie une mise en demeure et puis, voilà, on la prévient qu'elle dépasse certaines limites. Et puis de rien, du coup, Ryan, pas de souci. J'espère que ça a été clair pour vous. De rien, Christophe, de rien, Céline, de rien, Rémi. J'espère que ça vous a plu, que c'est plus clair pour vous. De rien, Sandra. Merci beaucoup, Véronique. Et puis, bah, écoutez, à bientôt. N'hésitez pas, prenez bien le contact Kiro. N'hésitez pas si besoin. Et puis, pour tous ceux qui sont déjà clients, je vous dis à bientôt. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous dis aussi à bientôt. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Allez, bonne journée à tous. Au revoir.